Salut! Dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer simplement ce qui cause les forces de marée. De manière générale, la force de marée s'applique dès lors que deux objets se tournent autour, sous l'effet de la gravité. Vu que ça peut concerner des tas d'objets différents, de taille et de type variés, on va dire, pour simplifier, que l'objet le plus léger s'appelle la Lune, et que l'objet le plus lourd s'appelle la planète. Donc, si on se place dans le référentiel d'un satellite par exemple, notre satellite va subir la force de gravité, qui va le tirer vers ce que l'on considère comme le bas. Étant donné que c'est la seule force qui est appliquée au satellite, on pourrait se demander comment fait-il pour rester en l'air. Eh bien pour ça il faut comprendre qu'il y a un principe d'inertie, qui fait que les objets ont tendance à vouloir suivre un chemin en ligne droite. Le fait que le satellite ne suit pas une ligne droite va créer une résistance, qu'on peut représenter par une force fictive, plus connue sous le nom de force de centrifuge. Dans une orbite circulaire, comme ici, ces deux forces s'équilibrent parfaitement, et le satellite reste à une altitude constante. En jouant un peu avec les formules, on peut d'ailleurs obtenir assez facilement la formule de la vitesse nécessaire pour rester en orbite circulaire. Si on regarde cette formule de plus près, on voit que cette vitesse dépend de la masse de la planète, qui ne devrait pas varier de manière significative, mais surtout, elle dépend de la distance entre le satellite et la planète. Et ça va créer des problèmes. Jusqu'ici, on a considéré que le satellite était un simple point, situé à son centre de masse. C'est pratique pour calculer sa trajectoire, mais ça ne permet pas de représenter les forces internes du satellite. Dans la réalité, le satellite n'est pas à une altitude précise, mais réparti sur une certaine bande de hauteur, correspondant à la taille du satellite. Mais tout le satellite doit se déplacer à la même vitesse, car sinon il se disloquerait. Donc si je prends un point du satellite plus éloigné de la planète, ce point se déplace trop vite pour son altitude. La force centrifuge est donc trop forte par rapport à la force de gravité, et ce point va vouloir gagner de l'altitude, ce qui se traduit par une force vers ce que l'on considère comme le haut. Inversement, si je prends un point plus proche de la planète, il aura une vitesse trop faible pour son altitude, et la force de gravité surpassera la force de centrifuge. Ce point va vouloir perdre de l'altitude en créant une force qui le tirera vers ce que l'on considère comme le bas. Et voilà, vous avez ici dans les grandes lignes la raison de l'existence des forces de marée. Alors bien sûr, dans le cas du satellite, ces forces sont négligeables de par sa petite taille. Donc la résistance des matériaux du satellite est largement suffisante pour contrecarrer cette force, bien qu'elle puisse potentiellement faire tourner le satellite de manière indésirable sur le long terme. Mais si on prend un objet plus gros, comme la Lune par exemple, cette fois-ci, les forces de marée seront largement plus importantes. Alors en prenant un objet aussi gros, une autre force interne entre en jeu, la force de gravité de la Lune en elle-même. C'est d'ailleurs cette force qui empêche à la Lune de se disloquer sous l'effet des forces de marée. Selon où on se trouve à la surface de la Lune, les forces de marée vont plus ou moins atténuer la force de gravité. Cette variation est en général trop faible pour être ressentie à la surface de la Lune, mais étant donné que les roches à l'avant et à l'arrière de la Lune pèsent moins lourd que sur les côtés, la Lune va avoir tendance à s'affaisser sur les bords et à gonfler à l'avant et à l'arrière. S'il y avait à la surface de la Lune quelque chose de moins rigide que les roches, comme un océan liquide par exemple, ce dernier va plus se déplacer que les roches. À la surface, ça se traduit par un niveau de l'océan plus ou moins élevé en fonction de la position de la planète dans le ciel. Mais bon, jusqu'ici je n'ai fait que parler de la Lune, mais pourtant on ressent aussi les forces de marée sur la Terre à cause de la Lune. Pour ça, il faut comprendre que de la même manière que la planète applique une force sur la Lune applique une force sur la planète. Et si on se place dans le bon référentiel, la planète tourne aussi autour de la Lune, ou plutôt autour du centre de masse de la Terre et de la Lune. En dehors du mouvement des océans, que l'on associe aux forces de marée, il y a d'autres conséquences des forces de marée sur la Lune. La première est ce que l'on appelle le verrouillage gravitationnel, qu'on appelle aussi rotation synchrone. La plupart d'entre vous le savent, mais la Lune montre toujours la même face à la Terre. Par contre, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que cela ne veut pas dire que la Lune ne tourne pas sur elle-même. Cela veut dire que la Lune tourne sur elle-même à la même vitesse qu'elle tourne autour de la Terre, de sorte que lorsqu'elle a fait un tour autour de la Terre, elle a également fait un tour sur elle-même. C'est pour cela qu'on voit toujours la même face de la Lune depuis la Terre. Mais ça a l'air d'être une drôle de coïncidence, pourquoi une telle synchronisation aurait eu lieu d'elle-même? Pour ça, regardons ce qu'il se passe si la Lune tournait sur elle-même pas à la même vitesse qu'elle tourne autour de la Terre. On remarque que lorsque la Lune ne tourne pas sur elle-même aussi vite qu'elle tourne autour de la planète, les parties bombées de la Lune vont s'éloigner de leur position initiale, avant de retrouver leur forme normale. Lorsque la Lune va être attirée par la planète, par les forces de gravité, la répartition des forces va être inégale, car un côté de la Lune sera plus bombé que l'autre.
Cette différence de force va créer un moment qui va ralentir ou accélérer la rotation de la Lune jusqu'à ce qu'elle tourne aussi vite qu'elle tourne autour de la planète. Du point de vue de la planète, on verrait toujours la même phase de la Lune, et du point de vue de la Lune, la planète serait toujours au même endroit dans le ciel. D'ailleurs, pour ceux qui ne le sauraient pas, une journée sur la Lune dure 28 jours. Là encore, on pourrait se demander pourquoi la Terre n'a pas subi le même sort. Eh bien, pour ça, il faut comprendre que la Terre est beaucoup plus grande que la Lune, et que du coup, il faudrait fournir beaucoup plus d'énergie pour ralentir la Terre. Cela dit, la Lune ralentit la Terre en ce moment même. Il faut savoir que, à l'époque des dinosaures, une journée sur Terre durait environ 23 heures, alors qu'aujourd'hui, on est plus autour de 24 heures. Un effet assez intéressant de ce verrouillage se produit quand la planète est en fait une étoile. Si une planète est très proche de son étoile, elle peut finir par être en rotation synchrone, et du coup, la planète a un côté qui est toujours éclairé, et donc chauffé à blanc, tandis que l'autre est toujours plongé dans l'obscurité. Quand on regarde la formule de la force de marée, on remarque que cette force dépend de plusieurs paramètres, comme la masse de la planète, de la Lune, mais surtout, elle dépend de la distance entre les deux objets. C'est logique, car plus on est proche d'un astre, plus la différence entre la force de gravité entre deux points va devenir importante. Ce que ça veut dire, c'est que la force de marée va augmenter si on rapproche la Lune de la Terre. Si la Lune est très proche de la planète, les forces de marée peuvent commencer à augmenter significativement l'activité interne de la planète, ce qui peut renforcer son volcanisme. C'est par exemple le cas de Io, qui est une des lunes de Jupiter. Cependant, si on la rapproche trop, on peut arriver à un point où la force de marée surpasse la force de gravité de la Lune. À partir de ce moment-là, les objets à la surface de la Lune tomberont vers le haut au lieu du bas, et la Lune entière va commencer à se disloquer. Chaque morceau va commencer à suivre sa propre trajectoire. À la longue, certains morceaux tomberont sur la Terre, mais la plupart resteront en orbite et formeront un anneau. Cette limite, à partir de laquelle les astres se disloquent, s'appelle la limite de Roche. Pas parce que c'est la limite où les roches se disloquent, mais parce que celui qui l'a découvert s'appelait Édouard Roche. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc si vous avez des suggestions de thèmes de vidéos, vous pouvez me le dire dans les commentaires, et en attendant, on se retrouve dans la prochaine vidéo.